commencer ce webinaire. Je te remercie Guillaume pour l'intervention qui va suivre. Tu vas nous présenter donc un produit, un système d'isolation réalisé à partir de carton ondulé recyclé. Je vais rapidement te laisser prendre la parole. Je remercie à tous les participants eh bien, de leur ponctualité. Comme je l'ai indiqué dans le module de conversation, vous aurez le support de présentation ainsi que la diffusion, enfin le lien vers la rediffusion du webinaire sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez poser vos questions dans ce module de conversation et je les poserai en fin d'intervention. On va à peu près faire 3/4 d'heure, un quart d'heure, un quart d'heure de questions, en fonction évidemment de votre curiosité. Et si vous souhaitez intervenir à l'oral et caméra ouverte, c'est aussi possible. Mais je crois que pour certains d'entre vous, voilà, rester dans l'anonymat, vu que cette rediff va être sur YouTube, c'est pas mal non plus. Voilà Guillaume, je te laisse la parole, je m'efface, je te remercie et à tout à l'heure. Merci Mathias. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire de présentation de l'entreprise Batipac et de ces panneaux biosourcés qu'on appelle des panneaux IPAC. La présentation va se dérouler en deux parties. Je vais d'abord parler du matériau en lui-même et ses différentes propriétés et ce qu'on peut faire avec. Et en deuxième partie, je vais présenter le développement de Batipac, développement passé et développement à venir, puisque la partie RSE de notre société est au moins aussi intéressante et engageante que le panneau en lui-même. Avant cela, je me présente rapidement. Je m'appelle Guillaume de Navacelle. Je suis responsable technique depuis un peu moins de 2 ans chez Batipac. J'ai un parcours dans la construction parce que je suis architecte des PSG. J'ai travaillé une douzaine d'années en agence à Paris, Marseille et Nantes. J'ai fait pas mal de suivi de chantier, de bâtiments hospitaliers, de logements collectifs, d'opérations de rénovation urbaine, d'équipements, écoles, etc. J'ai ensuite travaillé 5 ans à la SMA BTP en tant qu'expert conseil construction, où là j'ai fait de l'expertise forcément, mais également des études de risque, des audits d'activité de la formation. Je me suis ensuite formé pendant le Covid au biosourcé. Donc j'ai suivi la formation Propaille, formation sur le chanvre, sur la terre crue. Et il y a 2 ans à Batimat, quand j'ai rencontré Alain Marbeuf, le créateur de la société Batipac, que je connaissais déjà d'avant, il m'a proposé d'intégrer Batipac pour développer techniquement le produit. Et après avoir fait l'analyse un peu globale de tous les biosourcés sur le marché, j'ai pensé à l'époque que les panneaux IPAC étaient la meilleure réponse à apporter, enfin qui permettait d'apporter le meilleur produit, pardon, qui permettait d'apporter la réponse la plus appropriée aux défis qui se présentent à nous, c'est-à-dire utiliser des biosourcés qui soient recyclables, qu'on puisse massifier à l'échelle nationale, voire internationale, sur un modèle à la fois industriel, manufacturé et en se basant sur l'insertion sociale. Donc, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et depuis que j'ai intégré Batipac, je ne regrette pas mon choix, hein, je le précise. Alors, le constat, vous le connaissez tous, le secteur du BTP qui émet à peu près un quart des émissions de gaz à effet de serre au niveau national, et les matériaux de construction en eux-mêmes qui ont une empreinte d'à peu près 20% de ces 23%. Ça fait quelques millions de tonnes de CO2 par an qu'il faut commencer à éviter, d'où la RE 2020, d'où les FDES, etc. Et on peut les éviter grâce à l'utilisation de matériaux biosourcés. Pourquoi? Parce que les biosourcés stockent du carbone biogénique du fait de leur origine naturelle. Donc CF, la photosynthèse, qui stocke le CO2 de l'arbre, par exemple. Et les matériaux biosourcés ont besoin de peu d'énergie pour être transformés. Donc du fait de consommer peu d'énergie fossile, on va émettre également de ce côté-là moins de CO2. Donc pour ça, Batipac a développé un nouveau matériau de construction en 2013. C'est un panneau autoportant et isolant. Ce n'est pas qu'un simple isolant, c'est un panneau portant et isolant, thermique, phonique et acoustique, qui est fabriqué à partir de carton recyclé et qui est totalement recyclable. Ce panneau est destiné aux professionnels de la construction, charpentiers, intégrateurs, entreprises générales, etc. On ne vend pas aux particuliers pour éviter la sinistralité et on vend qu'aux professionnels qui ont été formés par nos soins. Sachant que IPAC signifie isolant, porteur, alvéolaire, cellulosé. Donc isolant, porteur, vous l'avez compris, le panneau est autoportant et isolant. Alvéolaire, ce sont les ondulations du carton
qui vont créer le côté thermique du produit, et cellulosé, parce que le panneau est fabriqué à partir de la cellulose issue du bois, parce que le carton est issu du bois. La fondation Solar Impulse, que vous connaissez peut-être, qui a été montée par Bertrand Piccard, le Suisse qui a fait le tour du monde en avion avec des panneaux solaires, a comparé l'utilisation de panneaux IPAC dans une construction, donc panneaux IPAC dans une ossature bois, VS, système constructif conventionnel, c'est-à-dire parpaing plus laine de verre. Donc, les deux systèmes sont autoportants et isolants, mais l'intérêt de mettre en œuvre le panneau IPAC, c'est qu'on va éviter quasiment 3/4 d'émissions de gaz à effet de serre, enfin de CO2, par rapport à la solution parpaing plus laine de verre. C'est un très bon isolant, donc on va gagner en épaisseur. En plus, c'est une isolation qui est répartie dans l'ossature bois, contrairement à la solution parpaing plus laine de verre, ou maçonnerie de manière plus générale, plus isolant. Et en plus, c'est un isolant qui est biosourcé et recyclable, comme le bois d'ailleurs, contrairement au parpaing laine de verre. Alors, la laine de verre, on commence à parler de recyclabilité, mais il faut savoir que le recyclage du carton est mature depuis plus de 20 ans en France, contrairement à la plupart des autres matériaux de construction. Alors, l'IPAC, c'est un matériau qu'on va pouvoir utiliser à la fois dans la construction neuve et dans la rénovation. Les panneaux ont plusieurs dimensions. Ils font tous 3 mètres de long et il y a deux largeurs types. Une largeur qui fait 55 cm et une largeur qui fait 1,20 m. Et ils ont des épaisseurs qui varient de 5 à 25 cm. Les panneaux qui font 55 cm de large vont être utilisés pour une mise en œuvre dans une ossature bois. Quand on parle de maison en carton, ce n'est pas un carton géant sous lequel on va mettre des pièces et une habitation. Ce n'est pas des murs en carton autoporteurs. C'est l'ossature bois qu'on va calculer pour reprendre les charges et les surcharges du bâtiment. Et on va remplir avec des panneaux IPAC en carton. C'est important de faire le distinguo. Donc on se base sur le DTU 31.2, donc les règles de l'art, sauf qu'on diffère en 2 points. Nous sommes une solution qui n'est pas une laine minérale. La laine minérale, c'est le seul isolant qui est autorisé dans le DTU 31.2. On a un système de contreventement qui est légèrement différent du DTU. Mais on s'est basé sur le DTU pour que les charpentiers puissent facilement monter leurs murs, leurs toits, leurs planchers en ossature bois. Et au lieu de mettre un isolant fibreux en laine, laine de bois, laine de verre, laine de roche, etc., ils vont simplement mettre un panneau IPAC à la place, sans que ça change leur process constructif. On va donc pouvoir monter des murs en ossature bois avec un anthrax de montant de 60 cm, ce qui fait que ça laisse un vide de 55 cm. C'est pour ça qu'on a des panneaux qui font 55. On va faire la même chose avec des toitures, avec des chevrons porteurs, toujours avec 55 cm de vide entre chevrons. Pareil pour les planchers bas et planchers intermédiaires, et éventuellement des cloisons avec une ossature bois rabotée sur lesquelles on va pouvoir visser des plaques type plaques de plâtre, fermacelle, etc. Donc ça, c'est pour la partie construction et extension, donc dans une ossature bois. Et on a des panneaux, ceux qui vont faire 1,20 m de large, qu'on va utiliser pour faire de l'isolation thermique par l'intérieur ou par l'extérieur. Donc quand on fait de l'ITE, on est sur un bardage ventilé pour l'instant. On n'a pas encore de panneau IPAC qu'on puisse enduire. Et quand on est en ITI, on a une contre-cloison type plaque de plâtre qui va permettre d'assurer à la fois la finition et le passage des réseaux. Sur les caractéristiques techniques, je vais aller assez vite là-dessus et j'ai juste surligné en jaune certains points importants. La densité du carton, et notamment des panneaux IPAC, est assez importante. On pense que le carton, c'est un matériau qui est léger. Alors c'est sûr que par rapport à de la maçonnerie, ça reste léger. Mais par rapport à un isolant classique, c'est relativement lourd. C'est 91 kg du mètre cube. Et on le compare souvent à la paille. La paille qu'on va mettre en œuvre sous forme de bottes dans l'ossature bois, en général, c'est entre 80 et 100 kg du mètre cube. Donc on est sur les mêmes ratios de densité que la paille. C'est pour ça qu'on a un très bon déphasage avec le carton. Par exemple, pour 20 cm d'épaisseur de panneau IPAC, on va avoir un déphasage de 10 heures. Donc ça, c'est les panneaux qu'on va plutôt mettre en mur. Et quand on met un panneau IPAC en toiture, on est sur 25 cm, et là, on est à 13 heures de déphasage thermique l'été. La résistance thermique, elle, alors pour 20 cm, c'est 6,66, mais si on parle plutôt lambda, on est à un peu moins de 0,03 pour info. Ce qui est assez intéressant comme lambda, ce qui offre une bonne isolation thermique l'hiver. Et donc, avec la densité, on a un bon déphasage thermique l'été. La résistance mécanique au contreventement, voilà, on est à 3 tonnes de charge et 1000 Nm de raideur.
Ce qui fait que quand on fait des essais de déformation de murs au FCBA, avec des panneaux IPAC dans une ossature bois fixée au sol par des pattes métalliques, ce sont les pattes métalliques qui pètent avant le mur. Le mur ne se déforme pas et c'est le métal qui se déchire avant. Donc c'est un produit qui est hyper rigide. La résistance au feu, on est classé E, comme la paille. Et la membrane, qui est un Aquilux, et elle, classée M1. Nous sommes un produit labellisé produit biosourcé par Caribati, donc on est au niveau or à plus de 80% et en moyenne 93% de bioressources dans nos produits. Et on est étiqueté COV A+, donc peu d'émissions de COV dans l'atmosphère. Surtout que le panneau en plus, lui, il sera refermé par la finition type plaque de plâtre, donc en plus il n'est même pas au contact de l'air ambiant. Mais en tout cas, pour les personnes qui vont travailler, pour les opérateurs, c'est important d'avoir ce niveau de qualité d'air ambiant. Donc Batipac, depuis 2013, a fourni ces panneaux pour un peu plus de 15 000 m² de surface plancher. Donc, comme l'entreprise, pour l'instant, est basée à Nantes, la première ligne de production est basée à Nantes, forcément, on a beaucoup plus investi l'ouest de la France. Mais vous voyez qu'on a travaillé dans le Cotentin, dans l'est de la France, à Montpellier, donc dans des climats assez variés. On a plutôt travaillé pour des constructions neuves et l'extension sur élévation et un petit peu de rénovation. Donc, quand je dis qu'on a fourni, je rappelle qu'on est fabricant d'un matériau de construction et que ce sont les charpentiers qui vont le mettre en œuvre. Parfois, on a ce raccourci de dire on a fait des projets, mais c'est pas ça. On a fourni des panneaux pour des projets. J'ai quelques exemples de réalisations qui ont été faits depuis 2013. Donc, celui qui est en cours actuellement à Brest, c'est 6 logements en bande pour un bailleur social. Donc là, on a la particularité d'avoir un bâtiment qu'on appelle zéro béton. C'est-à-dire qu'on voit sur la photo ici, on a des pieux métalliques vissés dans le sol, un plancher bois avec un remplissage IPAC et une lame d'air qui passe dessous. L'intérêt de ce type de construction, c'est qu'on ne va pas imperméabiliser les sols et on va pouvoir rejeter les eaux pluviales récoltées en toiture en sous-face de plancher bas, avec une lame d'air, bien entendu, qui vient éviter la moisissure du plancher bas, ça va de soi. Et les panneaux IPAC se prêtent très bien à ça, parce que comme vous pouvez le voir sur la photo du bas, le charpentier va faire ses murs préfabriqués 2D en atelier, murs, plancher, toit. Il va les stocker avec le pare-pluie déjà mis en œuvre en atelier, ce qui fait qu'on ne craint pas du tout les intempéries. Je vous rappelle qu'on est à Brest. Et côté intérieur, vous voyez la face blanche, donc c'est la membrane en Aquilux qui vient recouvrir les panneaux de carton, donc les panneaux IPAC, c'est la finition, qui elle est étanche à l'eau. Et ce qui fait que pendant tout le montage de l'opération, on ne craint pas les intempéries, parce que le seul élément qui peut faire une reprise d'humidité, ce sont les montants en bois qu'on voit ici. Et ces montants en bois, eux, ils sont pris en sandwich dans les panneaux IPAC qui sont plus rigides, donc ils ne vont pas se déformer. Donc on a très peu de risques en cours de chantier sur la reprise d'humidité de ces modules. On voit ici le montage en 3D des maisons, donc on voit qu'on a le plancher bas, on a monté les murs. La plaque qu'on voit ici, c'est l'OSB de contreventement. Je vous ai dit précédemment que le contreventement était ponctuel, on avait développé ça avec le FCBA. Et c'est un peu comme une structure métallique, on va avoir une croix de Saint-André sur une travée et le reste sera libre. Ici, c'est exactement le même principe. On peut se permettre de ne pas avoir ce contreventement parce que comme on a des panneaux qui sont rigides autoportants, on n'a pas besoin d'avoir un support pour les plaquer, contrairement aux autres isolants qu'on met en œuvre dans le saturbois. On voit ensuite qu'on peut monter le plancher de l'étage, un plancher intermédiaire entre le rez-de-chaussée et le R+1, puis après le toit. Tout ça, bien sûr, c'est qu'une image, hein, c'est protégé par un pare-pluie. Et après, une fois que c'est mis en œuvre, le bardeur vient mettre son bardage bois, métal, composite, terre cuite, etc. Et la couverture bac acier, ardoise, tuile, exactement, comme une construction avec saturbois tout à fait classique. Autre type de réalisation, donc de la maison individuelle, bien entendu. À gauche, on a une maison zéro béton, là aussi. On voit bien la lame d'air qui passe sous le plancher bas. Donc plutôt d'aspect contemporain, cette construction. Et on peut avoir aussi des maisons d'aspect plus traditionnel avec bardage bois, enduit de finition. Et là, cette construction est faite sur une dalle béton. On n'est pas obligé d'être sur un plancher bois, on peut tout à fait être sur une dalle béton. On peut aussi dire qu'on va monter des murs en parpaing et mettre une isolation thermique par l'intérieur, panneau IPAC, on l'a déjà réalisé.
Donc tout est relativement facile à faire. Une cantine scolaire qui a été réalisée l'année dernière en Vendée. Là aussi, on est en zéro béton. En plus, on a un talutage assez fort, donc c'était assez intéressant de ne pas tout bétonner et d'avoir des fondations pas trop lourdes. Et donc, on voit la phase chantier ici du bâtiment, avec les grandes portées d'ossature bois qui sont remplies en panneaux IPAC. L'autre intérêt d'avoir des planchers en ossature bois avec des panneaux IPAC, c'est qu'on peut marcher dessus le temps du chantier avant que le revêtement définitif soit mis en place. On ne risque pas de passer à travers le plancher. Donc, pour tout ce qui est sécurité collective, c'est assez intéressant. Et la photo, une fois le bâtiment terminé. Donc, une fois que le bâtiment est terminé, on ne sait pas du tout ce qu'il y a comme type d'isolant. Ce sont des finitions relativement classiques, que ce soit en bardage extérieur ou intérieur. À droite, c'est une salle de jeu qui a été faite en 2014, donc il y a quelques années, dans l'est de la France. Donc là, on est avec bureau de contrôle, hein, enfin contrôleur technique, comme pour la cantine scolaire. Et les contrôleurs techniques commencent à connaître l'IPAC, on les assiste, on leur fournit les documents nécessaires à la bonne validation des dossiers. Et comme on est assuré de notre côté à la SMA BTP, qui est le leader de l'assurance construction en France, les discussions en général sont assez simples et fluides. Autre type de RP qu'on a pu réaliser avec nos partenaires, un hôtel en Loire-Atlantique, à gauche, donc là aussi bâtiment zéro béton, on devine la lame d'air et les pieux métalliques en partie basse. Et on voit le remplissage en panneau IPAC entre les solives bois et les étrésillons ici de manière relativement classique. Le restaurant en Vendée qui se trouve à droite, c'est dans le potager extraordinaire. Donc là, par contre, c'est un peu différent. C'est bien un bâtiment zéro béton aussi, mais avec une structure 3D. C'est-à-dire que le bâtiment a été totalement monté en atelier. Donc là, ce n'est pas les murs, les planchers, les toits qui ont été montés en 2D. C'est le bâtiment dans son ensemble qui a été monté en 3D et qui est ensuite déplacé avec un camion plateau et déposé sur les fondations. Donc ça, ERP également, ça c'est à La Roche-sur-Yon. Donc on est en module 3D et en bâtiment zéro béton. Un atelier magasin où là on voit une dalle béton et une structure métallique. Les panneaux IPAC se mettent en œuvre dans une ossature bois, mais on peut tout à fait coupler cette ossature avec une ossature métallique ou une ossature béton. C'est un matériau qui est très rigide, mais avec un usage qui est très souple et qui peut se mixer très facilement. Pour la partie de droite, là c'est un peu différent, c'est un commerce en Vendée dans lequel on a créé un séparatif en cloisons IPAC. Donc on a l'ossature bois et le remplissage en panneaux IPAC. L'intérêt de ça, c'est que le maître d'ouvrage avait demandé à l'époque une cloison qui puisse être facilement démontable et qui soit grande hauteur. Donc là, c'est très facile de démonter ça puisque c'est de l'ossature bois avec un remplissage IPAC. Donc on peut récupérer les panneaux IPAC, les remettre ensuite dans un autre projet ou dans une autre cloison et on vient démonter l'ossature bois et la déplacer si besoin. Sur la partie gauche, on a un projet un peu emblématique qui a été réalisé il y a 3 ans dans l'est de la France. Donc là, c'était des bureaux sur la partie rez-de-chaussée R+1. Donc c'était un bâtiment pour des experts comptables. Et en R+2, le logement du gérant. Et donc tout ce bâtiment a été monté avec des modules 3D. Il fait 1800 mètres carrés, il y a eu 115 modules 3D, donc modules métalliques, donc structure métal avec des plats et non des tubes, sur lesquels ont été plaqués des FOB, des façades ossature bois, des planchers ossature bois plus IPAC, et tout ça a été monté ensuite sur place. Et on voit la finition intérieure ici. Et le bâtiment de droite, ça c'est un bâtiment un peu plus ancien qui date de 2019. Ce sont des bureaux passifs, voire même à énergie positive, puisqu'avec les panneaux solaires, on produit chaque année de l'électricité, et quand on les enlève, on est à un peu plus de 20 kWh par mètre carré par an. Donc là, sur la face chantier, on distingue très bien le pieu métallique, la poutre périphérique en lamellé collé, les solives avec les tasseaux vissés de part et d'autre, et le remplissage en panneau IPAC, un peu comme un système de plancher maçonné, poutré alourdi en quelque sorte. Et sous le plancher bas, on a forcément un grillage pour éviter d'éventuels rongeurs, et un pare-pluie pour éviter d'éventuelles projections d'eau également. Et donc c'est un bâtiment tout à fait contemporain d'aspect, et qui vit très bien, notamment dans les périodes d'été et de canicule. D'autres types de bureaux vers Ancenis cette fois-ci, donc une grande portée intérieure. Sur la photo de gauche, on voit le surbois en béton et la dalle béton. Donc le surbois en béton qui a accueilli les murs ossature bois plus IPAC. Et ensuite, côté intérieur, on voit ici les panneaux de doublage intérieur qui ont été rajoutés et qui passent devant le surbois béton. Donc l'intérêt, c'est qu'on va couper le pont thermique
quand on est en structure, en plancher bas, dalle béton. Et c'est le panneau intérieur qui est en IPAC ici, qui fait par vapeur. Donc les panneaux sont scotchés bord à bord, et ça évite d'avoir à rajouter un pare-vapeur. Et contre ce doublage en IPAC, on va avoir une contre-cloison dans laquelle on va faire passer les gaines techniques de l'électricien et du plombier. On va avoir la finition en plaque de plate, par exemple. Et donc l'intérêt ici, c'est que l'électricien et le plombier, quand ils vont passer leur gaine, ils ne vont pas être gênés par un isolant de type laine, minéral ou autre. Ils ne vont pas la dégrader. Ils ne vont pas être gênés par les particules de ces laines. Ils vont pouvoir travailler dans un environnement hyper sain et très facile d'accès. À droite, des bureaux modulaires qui ont été réalisés en ossature bois, transportés via camion et implantés ensuite sur site. Avec l'IPAC, on peut aussi faire très facilement, c'est hyper adapté, de la surélévation. Ossature bois plus IPAC sur des bâtiments maçonnés existants, c'est très pertinent. Donc là, on vient immobiliser la rue pendant 24 heures pour monter tous les éléments préfa. Et ensuite, on vient faire la finition côté intérieur et extérieur. Et à droite, on a un petit projet de surélévation de maison individuelle. Là aussi, en moins d'une journée, le hors d'air était fait, en mode préfabriqué également. Et on voit bien ici le scotch bleu qui permet d'assurer la continuité du pare-vapeur entre les différents panneaux IPAC. Et là où on voit le scotch ponctuel, c'est là où on a des fixations qui sont reprises dans l'ossature bois qui se trouve derrière. Enfin, les panneaux IPAC sont aussi destinés, je vous le disais, à l'isolation thermique par l'extérieur. Donc, on a fait notre premier chantier avec le ministère de la Justice dans le nord de la France. C'est une rénovation de maison de gardiens de prison, où là, on a mis l'IPAC en ITE sur une structure métallique. On a développé un système de rails métalliques horizontaux, avec un anthrax d'1,20 m entre rails, qui vont servir de support aux panneaux IPAC. Ces rails vont aussi servir de support aux tasseaux bois mis en œuvre verticalement, sur lesquels on va fixer le bardage définitif, avec bien entendu la grille anti-rongeur en partie basse pour assurer une bonne circulation d'air et éviter une déformation du bardage. Et on fait également du sarking, donc panneau IPAC mis en œuvre par l'extérieur sur des ossatures bois. Le chantier de gauche a été aussi refait en sarking pour info. Je n'ai pas de photo là-dessus. Mais donc les panneaux IPAC en sarking, c'est hyper intéressant parce qu'ils ne vont pas se déformer sous le poids de l'opérateur et il ne passera pas à travers la charpente. Donc ce que je vous disais en termes de sécurité collective, c'est hyper intéressant. Alors vous allez me parler du coût. Donc une ossature bois avec panneau IPAC ne sortira pas plus cher qu'une ossature bois avec laine de bois, mais aura peut-être des meilleurs coefficients thermiques. Donc, si vous avez un bâtiment qui sort à 2 000 € du mètre carré, on sortira à pas plus que 2 000 € du mètre carré. On a suffisamment de retours d'expérience maintenant et de chiffrage en cours de projet pour voir qu'on s'insère totalement dans l'économie actuelle de la construction. Et si on devait comparer une ossature bois panneau IPAC à une structure maçonnée plus laine minérale, par exemple, et bien pour avoir la même résistance thermique, on a besoin de 30 cm d'épaisseur de mur du parement extérieur au parement intérieur avec des panneaux IPAC dans une ossature bois. Et ce qui fait qu'on gagne énormément de surface habitable par rapport à la construction conventionnelle. On est entre 6 et 7 de gagné par rapport à la construction conventionnelle. Donc vous imaginez, sur un bâtiment de 100 mètres carrés, vous gagnez 6 à 7 mètres carrés. On est dans des ratios de prix qui font que c'est plus intéressant d'utiliser des panneaux IPAC, sachant qu'ils ne vont pas se tasser dans le temps, ils ne vont pas créer de pont thermique, ils ne vont pas se déformer et ils créent un meilleur déphasage thermique l'été. Donc par rapport à la construction type laine minérale, c'est bien plus intéressant économiquement. Je vous présente maintenant la façon dont Batipac s'est développé et va continuer à se développer, parce que tout ce que je vous ai montré, c'est fait sur un modèle disruptif qui dénote un peu dans le monde de la construction. Alors, je reprends un peu l'historique d'abord de Batipac. Donc, Batipac a été créé en 2012 par Alain Marbeuf. C'est pas lui l'inventeur initial du process de mise en œuvre de carton dans la construction, mais il a travaillé avec le créateur et c'est lui qui a transposer ça sur un mode constructif qui soit à la fois pertinent et facilement pris en main par les professionnels de la construction. Donc, premier dépôt de brevet en 2012. La SMA BTP qui assure le premier projet avec une première maison construite à Belle-Île-en-Mer en 2013. Donc, on est bien en technique non courante.
On n'a pas encore d'avis technique, mais la SMA assure depuis 2013. Et sur les plus de 15 000 m² de surface plancher qui ont été bâtis en panneaux IPAC, il y a 0 sinistre, 0 mise en cause. Détail important. En 2014, donc le deuxième brevet européen, le premier ERP, vous l'avez vu tout à l'heure en Alsace, qui a été construit avec des panneaux IPAC. La première FDES qui a été faite en 2020 avec le FCBA. On est actuellement en train de la refaire au format A2. Et la FDES va être sensiblement améliorée puisque le recyclage des matériaux en fin de vie était dévalorisé en 2020 et vont être beaucoup plus mis en avant en 2024-2025. Donc, on va pouvoir sensiblement améliorer notre FDES. Le FCBA en 2021 homologue notre système constructif avec le système contreventant ponctuel. En 2022, Batipac prend un stand à Batimat et se présente au marché de masse. Il y gagne 2 médailles aux Awards de l'innovation face aux plus gros industriels du monde de la construction. Donc, une première médaille d'or pour la partie gros œuvres, structure, enveloppe du bâtiment. Et deuxième médaille pour le côté RSE, transformer les méthodes et process. C'est à cette époque-là que la Fondation Solar Impulse nous labellise avec une note d'excellence. Et en 2023, après 10 ans de preuve de concept, comme on dit, on a les premiers bâtiments qui commencent à sortir de la décennale. Et on voit que les bâtiments vivent bien, qu'il n'y a pas de sinistre parce que ça a été bien mis en œuvre. C'est un matériau qui ne se déforme pas, comme je vous disais. Donc, on a enfin la preuve du concept que tout ça fonctionne et on lance la commercialisation auprès des négoces des matériaux de construction. Je vous en parlerai un petit peu après. En 2023, on gagne le Grand Prix Impact aux Beaux-Arts à Paris dans la catégorie construction et aménagement durable. On est labellisé Rupture, qui est une labellisation plutôt Loire-Atlantique, entre guillemets, sur tout ce qui est économie bleue. On fait labelliser nos produits par Caribati, donc filière française plus labellisation or. On est labellisé French Fab parce qu'on fait de la fabrication française. Et en 2024, on passe l'agrément Calliope pour pouvoir former à la fois les prescripteurs, architectes, maîtres d'ouvrage, économistes, BET, et les charpentiers, et que cette formation soit prise en charge par leurs organismes de formation pour qu'elle soit facilement accessible financièrement. Alors pour faire tout ça, on s'est basé sur une démarche collaborative en s'appuyant sur 3 partenaires. Ces 3 partenaires vont nous permettre de faire un déploiement massif sur le marché national et à terme sur le marché international. Le premier partenaire, c'est le groupe DS Smith. Donc DS Smith Packaging, c'est le leader européen du recyclage et de la fabrication de papier carton. Je vais faire un focus sur chacun des partenaires après. C'est lui qui fournit la matière première. Le deuxième partenaire, c'est le groupe Esti, qui est un groupe vendéen qui va assurer la fabrication des panneaux IPAC avec des structures d'insertion. Batipac, vous l'avez compris, on pilote tout ce qui est stratégie, prod, R&D, communication, formation. Et notre troisième partenaire est le groupe Beehive, l'entreprise Beehive, qui permet d'accélérer le déploiement commercial de nos panneaux à l'échelle nationale. Donc, je fais un petit focus sur chacun des partenaires. Donc, le groupe DS Smith, je vous disais, est leader européen du recyclage et de la fabrication de papier carton. Donc, ça fait plus de 20 ans que le groupe DS a basculé ses lignes de production sur le recyclage du carton et pas sur la fabrication. C'est hyper important parce que maintenant, ils arrivent à recycler 25 fois sur lui-même le papier carton, ce qui évite d'aller raser des forêts pour fabriquer du carton. Parce que si le but, c'est d'apporter une réponse durable, il ne faut pas créer derrière un déséquilibre. Donc, la matière première en carton, on l'a. On peut recycler de nombreuses fois le carton sur lui-même sans aller impacter nos ressources primaires. Donc, on est vraiment dans du développement durable soutenable. DS Smith, c'est 30 000 salariés dans 37 pays, presque 300 sites de production en Europe, une cinquantaine en France, et chaque site travaille de manière circulaire et locale dans un rayon de 250 km. Donc, DS Smith va fabriquer des cartons, les vendre à un grand groupe industriel, commercial, etc. Et les cartons reviendront vides, ils seront recyclés et ils repartiront. Donc, ce n'est pas du tout de l'économie à l'échelle mondiale où on va faire travailler des pays émergents ou autres. On est vraiment sur du local. Et certaines usines DS Smith commencent à être autosuffisantes
à la fois en consommation d'eau, avec leur propre station d'épuration sur site, et leur consommation d'énergie. Il faut savoir que pour fabriquer du papier, il faut faire chauffer de l'eau à 130 degrés. 130 degrés versus les 1400 degrés qu'il faut pour fabriquer de la laine minérale. Donc on voit on est dans des rapports d'échelle totalement différents. On voit ici les balles de carton donc, qui arrivent utilisées par les clients des Smiths. Elles vont être mises dans un pulper, c'est une sorte de gros chaudron avec de l'eau à 30 degrés. On va récupérer la pâte à papier. La pâte à papier, on va les tamiser dans des gros cylindres avec de l'eau à 130 degrés. Et ces cylindres vont ensuite récupérer du papier craft. Le papier craft sera travaillé et on va créer du carton. Et c'est DS Smith qui nous fournit en carton triple cannelure. DS Smith récupère 6 millions de tonnes de carton et papier chaque année en Europe. Il faut savoir que si on vise 20% du marché de l'ossature bois, on aura besoin de 50 000 tonnes de papier carton. Donc on est vraiment face à un gisement qui est colossal. Et DS Smith peut très facilement, en appuyant sur un simple bouton, envoyer énormément de matières premières pour fabriquer des panneaux e-pack et sur tout le territoire. Donc avoir de la matière première qui soit disponible tout au long de l'année en très grande quantité et de manière rapide était vraiment un point clé pour assurer la pérennité du projet. Le deuxième partenaire, c'est le groupe Estille. Donc, je vous disais que le groupe Estille est spécialisé dans les structures d'insertion. Ils sont basés à La Roche-sur-Yon. Ils ont une vingtaine de structures en insertion, plusieurs centaines de collaborateurs. Donc, quand on parle d'insertion, c'est des gens qui sont exclus du travail pour l'instant parce qu'ils ont un handicap mental, physique, social, et ils ne cochent pas toutes les cases. Et donc, le groupe Estille les fait travailler et s'est associé avec nous parce que les panneaux e-pack ne sont pas fabriqués par des robots dans des grosses usines. Ils sont fabriqués sur une chaîne low-tech que vous voyez en face de vous. Ça, c'est la chaîne qu'on a à Nantes, de la ligne de production. Et c'est des personnes en insertion qui viennent assembler les plaques de carton entre elles. Donc, elles vont les introduire ici dans une encolleuse. Ensuite, elles vont les assembler pour fabriquer le bloc. Ce sera ensuite mis sous pression, redécoupé et enveloppé dans la membrane en acrylux. Il faut savoir que cette ligne de production fonctionne avec 8 personnes en situation de handicap et fournit l'équivalent de 200 logements par an. Donc en travaillant 7 heures par jour, c'est l'équivalent à peu près d'une maison de jour, soit 200 par an. Et quand on parle d'un logement, on parle de 4 à 5 tonnes d'IPAC. Donc le matin, on a 4 tonnes de carton triple cannelure qui arrive. Le carton est traité dans la journée et ressort le soir sous forme de panneau IPAC. Et ben ensuite, vers les négoces de construction, les charpentiers, pour être mis en œuvre en ossature bois. Ici, un petit zoom sur les différents postes. Donc, je vous disais que les plaques triple cannelure étaient insérées dans une encolleuse. Donc, la plaque sort avec de la colle sur les deux côtés. Donc, c'est de la colle alimentaire cellulose de deuxième contact pour éviter que les opérateurs s'intoxiquent s'ils mettent la main à la bouche. À la sortie de l'encolleuse, on va donc mettre en place une plaque de carton vierge, une encollée, une plaque vierge, une encollée, etc., jusqu'à avoir l'épaisseur souhaitée. On va pousser le bloc qu'on aura collé sur ces cylindres à roulette ici, et ça va être mis sous une presse à ressort, tout simplement. Une dizaine de minutes. Ensuite, on va continuer à pousser, et on va rectifier le panneau sur à peu près 13 mm, parce que DS Smith arrive à être très précis sur les épaisseurs et la largeur, ce qui est indispensable. Par contre, sur la longueur, comme les plaques de carton sortent d'une dérouleuse, on a un peu moins de précision. Donc, on commande les plaques avec un peu plus de longueur, on vient les recouper pour avoir la dimension hyper précise. Et ensuite, on va mettre la membrane d'étanchéité en place. Une fois que c'est fait, le charpentier reçoit ses panneaux et peut les découper à sa guise en fonction de son ossature. Donc en général, en largeur, il ne les recoupe pas puisqu'on s'est basé sur la trame du DTU. Mais s'il a besoin, dans les extrémités, au niveau des fenêtres, des portes et des queues de plafond, il peut recouper les panneaux IPAC avec une scie à ruban, une scie circulaire, une scie alligator, etc. Ensuite, s'il a fait une découpe de panneau IPAC, il faut qu'il remette la membrane là où il a coupé le panneau pour que l'air qui se trouve dans les ondulations du carton reste immobile. C'est ça qui fait que le panneau est isolant. Donc pour ça, il va prendre une membrane d'Aquilux et il va la souder sur elle-même avec un pistolet à air chaud. C'est une membrane qui est thermosoudable. Donc il ne va pas avoir besoin de prendre de colle chimique ou autre. C'est juste un pistolet à air chaud qui va permettre de ressouder l'Aquilux sur lui-même. Et ensuite, le charpentier va mettre le panneau dans son ossature bois.
faut savoir que quand on coupe les panneaux IPAC, on va créer un peu de poussière, mais c'est une poussière qui est relativement lourde, qui va avoir tendance à tomber et pas du tout à partir dans l'atmosphère. Donc c'est un produit qui est assez facile à travailler. Enfin, pour la partie négoce, c'est l'entreprise Beehive qui nous accompagne. Beehive, ce sont deux anciens du groupe Saint-Gobain, donc Saint-Gobain pour un pays ouvert, etc., qui ont créé cette structure et qui nous permettent de nous faire référencer dans les matériaux de construction, dans les négoces, pardon, de matériaux de construction. Parce que c'est intéressant de fabriquer un produit, mais s'il n'y a personne pour le vendre et que le charpentier ne peut pas aller l'acheter dans son négoce, ça ne fonctionnera pas. Donc BI va taper aux portes de tous les négoces des matériaux de construction en France. Actuellement, on est référencé chez Point P et Chaussons Matériaux. Donc n'importe quel charpentier, qu'il soit à Marseille, à Strasbourg, à Lille, à Paris, pourra aller acheter son IPAC chez Point P, par exemple, en même temps qu'il va commander son ossature bois, 5 quincailleries, etc. Donc on vend quasiment plus en direct les panneaux IPAC. L'autre intérêt d'être référencé chez ces négoces, c'est que les commerciaux de ces négoces vont aller voir les charpentiers pour leur dire, tiens, il y a un produit intéressant qui vient de sortir, c'est le panneau IPAC, etc. Donc ça va permettre de décupler la connaissance et la mise en place des panneaux IPAC à l'échelle nationale. Concernant nos certifications et labels, donc je vous disais, on est labellisé Calliope, donc une journée pour la partie théorique pour les prescripteurs et 2 jours pratiques pour les techniciens, charpentiers, etc. On est labellisé produits biosourcés. French Fab, je vous en ai déjà parlé. Le label rupture également. Le Grand Prix Impact, donc le premier prix dans la catégorie construction et aménagement durable face à plus de 1000 solutions. Les awards de l'innovation, la Fondation Solar Impulse également. Notre réseau, alors la formation qu'on fait d'une journée est également référencée auprès de l'Ordre national des architectes. Donc moi j'interviens régulièrement partout en France, donc là prochainement à Caen, Bordeaux, Clermont-Ferrand, etc., spécialement commandé par l'Ordre des Archis. On fait partie de l'AICB. L'AICB, c'est l'Association des industriels de la construction biosourcée, donc une association de fabricants qui veulent essayer de faire changer les méthodes de calcul du lambda, etc., qui font la part belle aux isolants conventionnels, mais qui ne sont pas forcément adaptés aux isolants biosourcés. Bien entendu, on est aussi chez Fibois, Pays de la Loire, et pourquoi pas Centre-Val de Loire un jour. Novabuild, qui est le cluster de la construction en Pays de la Loire. Envirobat Centre, qui nous accueille aujourd'hui et que je remercie encore. Bâtilab en Bretagne, la CD2E dans le nord de la France, et on vient d'intégrer le cluster du sud-ouest également, auprès duquel on va faire une présentation en novembre. Et puis après, Mouvement Impact France, de Brick en Brick, etc., d'autres réseaux que vous connaissez. Merci pour votre écoute. Ça fait 10h40. Est-ce que vous avez des questions? Je vais essayer de reprendre. Il y en a quelques-unes, oui. Je Et te laisse merci. piloter, Mathias. Ça marche. Donc, on avait une première question pour rechercher, trouver les coordonnées des artisans qui utilisent ce type de matériaux, en l'occurrence l'IPAC. Alors, le plus simple, c'est de nous contacter, nous, parce que nous, on sait exactement où ils sont. Et si vous êtes dans une région dans laquelle il n'y a pas d'artisans, nous, on va aller faire des démarches, éventuellement avec vous. Imaginons que vous êtes architecte, vous travaillez déjà avec des charpentiers. On va les contacter via votre entreprise éventuellement pour leur proposer de se faire former. Nous, on accompagne vraiment sur toute la chaîne, que ce soit les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les artisans, pour former, informer et présenter nos solutions. Donc, si vous avez un besoin, on est là pour vous accompagner et faire en sorte que le projet aboutisse. On n'a pas encore de liste officielle de charpentiers formés à l'IPAC. On en a quelques-uns, mais on n'a pas sorti de liste encore. Et du coup, pour te contacter, comment on fait? Pour me contacter, écoutez, je transmettrai sur Mais je peux le m'en charger support mon aussi. adresse mail et mon téléphone portable. Tu as tout à fait raison, Mathias. Je suis pas sympa avec toi. Euh, une autre question, si tu veux bien. Bien sûr.
voilà, nous nous interrogeons sur les surchauffes estivales pour les structures sans inertie, entre parenthèses, d'érobéton. Alors, pour ça, plusieurs choses. Déjà, il y a la conception du bâtiment qui joue beaucoup. Si les protections solaires sont bien mises en place, le fait du déphasage thermique de l'IPAC joue un rôle hyper intéressant, hyper important. Après, imaginons si on est dans le sud de la France, c'est vrai qu'apporter de l'inertie peut être intéressant. Alors, on est en train de développer un modèle avec Terlian. Je ne sais pas si vous connaissez. Terlian, c'est OptiPlus.p qui a développé un système de carreaux à partir de fibres de bois ou de chanvre qu'on va pouvoir mettre en place dans notre ossature bois. Donc, ça, on va le présenter à Batimat la semaine prochaine. Donc, ce sera un système qui permettra d'apporter une grosse inertie en plus de l'ossature bois et de l'IPAC. Après, il n'est pas interdit de faire des planchers mixtes ossature bois IPAC avec chape béton allégé, par exemple, si on veut apporter un peu d'inertie. On n'est pas obligé de faire du zéro béton, 100% bois IPAC. On peut très bien mixer les matériaux. D'ailleurs, en général, il faut les mixer. Donc, c'est pas du tout une problématique de mettre de la maçonnerie ou des éléments lourds avec de l'ossature bois et de l'IPAC. Ok, je te remercie. Ensuite, le coût qui était indiqué dans une des slides est-il hors taxe ou en TTC? Il y avait la fourchette de prix qui allait jusqu'à Ouais. 2600 euros. Alors, en général, c'est du hors taxe quand on annonce ces prix au mètre carré dans la construction. Mais ça, c'est vraiment pour donner une fourchette globale, hein. Là, on est en train de répondre avec une équipe de maîtrise d'œuvre à un projet de logement neuf où le maître d'ouvrage est à 1 800 euros hors taxe du mètre carré. On est en phase APD et pour l'instant, on est en train de passer sans aucun problème là-dessus. Donc voilà, on sait s'insérer dans les tarifs classiques de la construction, hors taxe. Ok, je te remercie. Comment est gérée la diffusion de la vapeur d'eau? Alors, il n'y a pas de diffusion de vapeur d'eau. On a un SD de 120 mètres. Et le pare-vapeur que je vous ai montré un petit peu rapidement tout à l'heure sur les photos ne permet pas le transfert de vapeur d'eau, ce qui est très apprécié par les experts construction, notamment la SMA BTP, parce que la diffusion de vapeur d'eau, si elle est mal gérée dans une ossature bois, peut amener à la destruction de l'ossature bois. Et deuxième point sur la vapeur d'eau, en général, dans un bâtiment, il y a une ventilation obligatoire. Donc, à mon sens, la vapeur d'eau, elle est d'abord évacuée par la ventilation. S'il y a trop de vapeur d'eau dans un bâtiment, il peut y avoir un problème de ventilation. Et si les migrations s'effectuent mal dans l'épaisseur du mur, ça peut être catastrophique. Donc on n'est pas du tout sur un mur perspirant. Et ce que je dis parfois aux archis qui ont des projets sur du bâti ancien dans lequel ils veulent mettre de l'IPAC, je leur dis bien, ne mettez pas d'IPAC. Si vous êtes sur du bâti ancien avec des fondations sans coupure de capillarité, mettez d'autres biosourcés qui fonctionneront mieux que nous. Mais nous, on s'adresse vraiment à des bâtiments post-guerre, hein, à peu près, quoi. Quand on est en réno, bien entendu. Ok, ben c'est très clair. Et ensuite, quel est le coût de la formation pour les entreprises? Alors, le coût de la formation, alors pour une journée, on est un peu c'est un peu moins de 400 euros la journée. J'ai plus en tête, je crois que c'est 350 ou 375 la journée. Donc, fois 2, si c'est un charpentier, fois 1 si c'est un architecte. Sachant que, comme je disais, on est certifié Calliope. Donc, normalement, le coût est zéro et l'organisme de formation peut même parfois prendre en charge les déplacements et l'hébergement s'il y a besoin, quoi. D'accord, ok. Ces panneaux avec le non-transfert de vapeur d'eau peuvent-ils être utilisés sur des pièces humides? Alors, on peut tout à fait, en EA, EB, EB+, avoir ces panneaux-là. Parce qu'ils ne sont pas au contact en fait de l'humidité, si c'est une pièce humide type salle de bain. Il y aura forcément une contrecloison type plaque de plâtre avec un spec et la faïence. Donc c'est pas du tout un problème que l'ossature bois IPAC soit derrière une pièce humide. Parce que justement, elle ne sera pas au contact de la projection d'eau de la pièce en question. Ok. Il n'y a pas d'autres questions, mais elles vont peut-être venir, mais moi j'en avais une quand tu as comparé, je crois, la masse volumique du panneau IPAC avec la paille, je crois. On était dans des valeurs à peu près similaires, il me Ouais, semble. ouais, avec Euh, la paille en botte, ouais, c'est à peu près ouais. ça. Du coup, on reste quand même moins lourd, entre guillemets, qu'un bâtiment fait de minéraux. Tout à Et fait. dans ce cas-là, quel est le gain aussi, quel est le bénéfice au niveau de la frugalité d'emploi des matériaux? Peut-être des fondations un peu plus légères, des descentes de charges un peu moins importantes. Est-ce que ça a été voilà, observé, calculé
Ou est-ce que tu as une idée juste Alors, de cet aspect? observer, oui, calculer, pas forcément, parce que c'est un gros travail de faire tout ce retour d'expérience, mais on voit bien que quand on monte un bâtiment zéro béton, on va économiser beaucoup de terrassement en VRD, puisqu'on va juste décaper la terre végétale pour avoir la lame d'air, on ne va pas faire plus de terrassement que ça. Vu qu'on remet les eaux pluviales sous le bâtiment, on ne va pas créer de bassin d'orage ou de noues pour récupérer justement les eaux pluviales en cas de précipitation intense. On va pouvoir économiser les fondations, parce que quand on est en pieux vissés métalliques, bah, en une journée, quasiment, on peut mettre une vingtaine de pieux dans le sol. Donc, en termes à la fois de consommation de matériaux, béton, métal, on est plus efficace. En termes de temps de chantier, on est plus efficace aussi. On voit bien tout l'apport qu'on a aussi avec les corps d'état technique. Quand ils vont travailler, ce que je disais, quand ils vont insérer leurs éléments dans les contre-cloisons, bah, ils vont travailler dans un environnement qui sera propre, qui sera sain. Souvent sur les chantiers, l'isolation intérieure est plus ou moins dégradée parce que l'électricien a besoin de faire des saignées, de passer ses gaines, etc. Donc on se retrouve avec des bâtiments qui à la réception sont déjà obsolètes ou dégradés. Ils ne le sont pas tous, hein, mais sur beaucoup de chantiers, moi j'ai pu observer ça. Ils ne vont pas avoir touché au pare-vapeur non plus. Pareil, parce que quand on va dégrader l'isolant, ben, on peut aussi dégrader le pare-vapeur. Là, le pare-vapeur est sur le panneau IPAC, on a une contre-cloison qui vient après. Donc on va moins dégrader le bâtiment lors de la construction. Et aussi, on aura beaucoup moins de ponts thermiques. On a déjà fait ça, par contre, on a déjà fait des tests de caméras thermiques sur des bâtiments construits en même temps qu'une opération en matériaux conventionnels de type béton plus laine de verre, enfin laine minérale. Et on voit que le bâtiment en maçonnerie, ben, il est criblé de ponts thermiques, hein, il est zébré partout, alors que le bâtiment en bois plus IPAC, il n'y a pas un pont thermique. Et l'intérêt de l'IPAC, c'est que je vous le disais, il ne va pas se tasser. Parce que pour tasser l'IPAC, il faut rouler dessus avec un camion presque, hein. Alors que la plupart des isolants semi-rigides qu'on met en œuvre en doublage finissent par se tasser un peu au bout de quelques années. Il y a toujours 1 ou 2 centimètres de vide qui apparaît au niveau de l'accueil de plafond. Et ce vide va créer des piqûres de moisissure, des surconsommations l'été, surconsommation l'hiver, etc. Donc ça, c'est pas mesuré, mais on constate bien que la pérennité de l'ouvrage est bien plus intéressante qu'avec des matériaux conventionnels. Merci. Une question, pour quand est prévu le label Acermi? Alors, on ne passera pas de label Acermi pour l'instant, pour plusieurs raisons. Le label Acermi, déjà, est volontaire, pas obligatoire. C'est une certification. Elle est payante. Elle permet de s'assurer de la continuité des caractéristiques isolantes du produit. Donc, c'est hyper intéressant pour tout ce qui est matériaux type laine, qui, eux, ben, c'est un mélange chimique hein, qui fait que c'est isolant. Nous, on n'a pas de mélange chimique. Nous, ce sont les ondulations du carton et les vides d'air entre ces ondulations qui créent le caractère isolant. Et ça, on peut le mesurer visuellement. On l'a calculé avec le calcul du U paroi, selon la norme ISO 6946. Et donc, à partir du moment où on ne va pas toucher à la géométrie du panneau, on ne va pas toucher à sa thermie. C'est un peu comme un triple vitrage, par exemple. Tant que votre triple vitrage n'est pas déformé ou cassé, ben, il est isolant. Et ben, les panneaux IPAC, c'est exactement la même chose. Tant qu'ils ne sont pas abîmés, perforés, compressés, ils sont isolants et ils gardent leur performance dans le temps. Donc, ce n'est pas du tout d'actualité parce que ça ne nous apportera pas de plus-value pour l'instant. On est en train de regarder éventuellement pour aller vers une certification qui marque, mais bon, c'est en cours de discussion. Donc voilà pour la partie Acermi. Donc pour la partie avis technique, on a lancé les discussions avec le CSTB. On se rend compte finalement que ce n'est pas un vrai sujet, parce qu'on est assuré la CMA BTP, enfin la CMA BTP nous suit, nous met même en avant dans certaines de ces manifestations, et on n'a pas de sinistre. Donc en général, quand on parle de ça, on est référencé par l'assureur numéro 1 en France, sans sinistralité, sans mise en cause. Et on se rend compte aussi que les avis techniques, souvent, ils ne sont pas lus. Moi, ça arrive souvent que j'aille regarder les ATEX, les avis techniques d'autres fabricants de matériaux, et quand j'en parle à des charpentiers et que je dis, tiens, tu sais que le DTI 31.2 interdit la laine de bois? Bon, ben, en général, c'est moi qui leur apprends que la laine de bois est hors DTI 31.2. Voilà, petit exemple de ce que représente vraiment un avis technique, mais on s'y dirige quand même parce qu'on voit qu'en termes d'image, ça peut aider. Ok, super. Euh, alors, je la comprends comme ça. Y a-t-il une version à enduire en ITU en prévision dans le futur Oui, on a lancé les démarches avec un fabricant d'enduits pour l'ITE. On les a lancés avant l'été, hein, pour être transparent. Donc, on est en train de regarder ça. On va se voir à Batimac la semaine prochaine. Ça sortira pas avant 2025, je pense, parce que ça demande un certain nombre d'essais.
Mais en tout cas, on aimerait à terme remplacer le polystyrène. Oui. Tout à fait. C'est en cours de développement. Mais c'est tout frais. Ok, donc ça va avancer sur ce point-là. Vous Voilà. parliez du passage des réseaux. L'électricien peut donc passer enseigner dans vos panneaux, ou bien ils doivent passer uniquement dans la contre-cloison, IPAC/plaque de plâtre. Exactement. On ne fait pas de saignée dans l'IPAC. Interdit. Il vient dans la contre-cloison. Par contre, on peut faire des traversées de parois, ça va de soi. Si on a une lumière extérieure ou si on a un plancher intermédiaire avec des descentes d'eau usée, par exemple, on peut tout à fait faire des traversées, c'est pas un sujet. Donc, on a développé un système très simple, hein. On fait un trou à la cycloche, on remet une étanchéité à l'air à l'intérieur. Donc, c'est tout à fait possible, mais on ne fait pas de saignée dans l'épaisseur de l'IPAC. C'est pour ça qu'on a créé justement cette contre-cloison dans notre modèle constructif. Ok. Existe-t-il des versions en ITI contre maçonnerie? Idem pour une ITI sur ossature bois avec déjà une isolation entre montants pour réduire les pans thermiques. Tout à fait. Les panneaux IPAC en ITI contre maçonnerie existent. C'est ce que je vous ai montré au tout début. Donc, on peut tout à fait les visser soit sur une ossature bois plus IPAC, soit sur une maçonnerie. Par contre, maçonnerie, pas du bâti ancien, je précise, hein. Donc, parpaing, briques, béton, etc., il n'y a aucun problème avec ça, bien entendu. Ouais. Mhm. Et on aura une contre-cloison pour faire passer les réseaux, comme ce que je vous ai montré pour l'ossature bois. Même topo. Ok. Encore une question. Sans acermi, comment pouvons-nous garantir nos calculs réglementaires? Parce qu'on a fait le calcul justement avec le U paroi, et c'est un calcul réglementaire qu'on transmet au BE, donc ça fait plus de 10 ans hein, qu'on fonctionne comme ça, que des contrôleurs techniques valident aussi. Donc, c'est une manière de calculer qui est tout à fait réglementaire, légale, etc. Et on passe par ça. Donc, parfois, certains bureaux d'études peuvent être surpris ou autres, mais voilà, la plupart de ceux à qui on travaille maîtrisent le sujet. Et un peu comme si on fait un mur préfabriqué béton, par exemple, hein, on va faire un U-paroi du mur préfabriqué. Et ben là, c'est exactement le même principe. On travaille sur le U-paroi, ce qui détermine le lambda, puis le R. Pardon, si on visse en ITI, on perce le panneau du coup. Tout à fait. Si vous vissez en unité, vous percez le panneau. Alors, ce sont des vis avec une rosace de répartition type les vis qu'on utilise pour de l'ITE. Donc, comme vous percez le panneau, vous scotchez ensuite sur votre fixation pour éviter le passage d'air. Tout simplement. C'est ce qu'on voyait un peu sur une photo, je ne sais pas si vous avez vu. Oui. Sur un des projets, on voyait des scotch bleus ponctuellement. Bon, ben, c'est là où il y a eu les fixations qui ont permis de fixer le panneau en ITI. Exactement. Il n'y a plus de questions là pour l'instant. Dans tous les retours d'expérience, enfin, les exemples que tu nous as montrés, j'ai peut-être manqué d'attention. Y en avait-il en région Centre-Val de Loire? Alors, sans val de l'or, pas encore. Ok. Y en Mais a-t-il dans les tiroirs? Est-ce qu'il y a des projets sans dévoiler quoi que ce soit? alors, pas loin de chez vous, en Bourgogne-Franche-Comté, vers Auxerre. Là, il y a un projet de réno d'un EHPAD en ITI avec ITE, pardon, avec bardage bois ventilé. Donc l'appel d'offres a été gagné par l'entreprise de réalisation, enfin, de travaux cet été, je crois. Donc c'est un chantier qui devrait débuter prochainement. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait des groupements de maîtrise d'œuvre qui avaient répondu à des appels d'offres avec un bailleur social pour faire des bâtiments zéro béton, du modulaire en logement individuel et collectif. Donc voilà, plutôt dans le Lyon, ça bouge pas mal, mais en centre Val-de-Loire, on n'a pas identifié de projet à ce jour. Je ne doute pas que ça va arriver rapidement. Alors, on m'indique que le projet en ITE dans le 28 était en Centre-Val de Loire, apparemment, puisqu'effectivement, le 28, département 28, c'était le Centre-Val de Loire. D'accord. Ce qui prouve bien que je n'ai pas été attentif. Alors, c'était Évreux, donc de Euh, mémoire. Je ne sais pas si c'est centre ouais, bah, Val-de-Loire, pardon. si, je crois encore. Ouais, ouais. D'accord. Pour moi, Sympa c'était pour les près gens de Nord, d'Évreux. donc autant pour moi, excusez-moi. Je réviserai ma géographie pour la prochaine fois. Moi aussi. Euh, donc oui, pourrait-on avoir vos coordonnées, bien sûr. Nous avons également un projet avec un bailleur en RE 2030. Alors, 2031, alors ça tombe bien parce 31, qu'on a ouais, pardon. un de nos partenaires a répondu à un appel d'offres justement à Auxerre avec le seuil 2031 en logement collectif et les calculs qui ont été faits sur l'ACV ont montré que c'était tout à fait possible avec ossature bois plus IPAC et je me demande même s'il n'y avait pas un peu de structure métal en plus.
Voilà. J'ai pas tout le détail parce que j'étais pas dans ce projet, mais j'ai entendu parler du seuil 31 qui pouvait être atteint. Ouais, tout à fait. Ok, Avec un BE extérieur, etc. Enfin, des calculs réglementaires, hein. Là-dessus, on est dans les clous en termes de réglementation. Il n'y a pas de sujet par rapport à ça, bien sûr. ça marche. Moi, je te propose pour tes coordonnées qu'on se charge de les transmettre, si ça te va, Avec en même plaisir. temps que le lien vers la rediffusion, etc., le questionnaire de satisfaction. Voilà, il est 10h57. On a encore voilà, 3 minutes pour des questions. Et s'il n'y en a plus, eh ben, écoute, je crois que c'était vraiment super clair. La solution proposée a vraiment plein de vertus. Moi, quand tu me l'avais présenté, ce qui m'avait particulièrement plu, c'est que vous vous reposez déjà sur une industrie préexistante. Il n'y a pas de filière à créer. Je ne dis pas que c'est pas bien de créer des filières, mais effectivement, tu l'as souligné, ça permet de répondre éventuellement à une hausse massive de la demande sans souci d'approvisionnement. Euh, voilà, Tout à donc c'est fait. Et je crois que j'ai oublié de le dire, mais les structures d'insertion dont je vais montrer l'image tout à l'heure, dans laquelle il y avait la ligne de production, le but est d'aller mettre cette ligne de production dans les territoires, dans les structures d'insertion existantes, pour faire de l'économie circulaire, locale, et d'aller réindustrialiser les territoires sans créer de nouvelles usines. On est vraiment dans une économie sur de l'existant, en effet. Non, le produit coche vraiment beaucoup de cases, donc ça, c'est vraiment chouette. On te remercie dans le chat. On te remercie pour cette présentation. On remercie Envirobat Centre, mais avec plaisir. On est à votre service. Merci surtout à vous de votre présence, de votre assiduité à ces événements en ligne que sont nos webinaires. Vous aurez toutes Merci à les toi, infos. Mathias. Je vous en prie. Je t'en prie, Guillaume, pardon. Vous aurez, pardon, ouais, voilà, vous aurez toutes les infos très très prochainement, pas de souci là-dessus. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre site internet. Allez voir d'un peu plus près le site internet de Batipac IPAC. Voilà. Eh ben, c'était super. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. À bientôt. Au Au revoir. revoir.